Bonjour, bienvenue à Zigzag Café et un petit bonjour très loin là-bas à La Paz en Bolivie puisque nous irons tout à l'heure par le truchement, par le fil rouge de cette émission, mais à La Paz nous avons tous ici présents, tout plein d'amis qui nous suivent par TV5. Bonjour donc à La Paz et bonjour bien sûr à Genève et à vous tous. L'homme que vous avez vu jouer de la quena c'est la flûte indienne, cet homme, la plupart d'entre vous le connaissez, il se nomme, ou plutôt il se nommait Gilbert Favre, et on l'appelait surtout El Gringo Bandolero, le gringo, l'étranger bandit. Il est mort il y a bientôt 3 ans, il était né en 1936 et son histoire, c'est une espèce d'histoire de Tintin, une histoire d'aventure, une histoire de musique, une histoire d'amour qui a fait sinon le tour du monde, du moins qui s'est longuement arrêté en Amérique latine et en particulier au Chili puis en Bolivie, avant de faire un tour du côté des États-Unis. Bonjour Barbara. Mais pour vous parler de lui, il faut, je crois, avant toute chose, que je vous présente les gens qui sont là. Il y a Jean Vidayac, et Jean Vidayac, vous avez joué avec le Gringo Bandolero à La Paz. Oui, on l'a joué en 77 et en 86 pendant plusieurs tournées. Et puis on est retourné donc cette année pour faire un hommage à Gilbert. Alors on en parlera. À côté de vous, Ángel Parra. Ángel Parra, d'abord c'est un artiste, musicien, chanteur chilien, connu, très connu, mais surtout sa maman l'était à la limite plus que vous, Ángel. On peut le dire comme absolument, ça. Absolument. Et je crois que je peux dire aussi que je peux parler avec légitimité de Gilbert parce qu'il ne savait pas jouer la quena quand on s'est connus et moi je ne savais pas chanter. Non, et vous avez changé un peu. Absolument, on a travaillé, beaucoup travaillé. On racontera tout à l'heure comment vous vous êtes rencontrés à Santiago du Chili. Vous étiez petit à l'époque. Eh oui, j'avais 14 ans. D'accord. Je n'ai pas grandi non plus. Hein. À votre côté, Ángel, il y a Patrick Favre. C'est le fils, le fils bolivien de Gilbert Favre, du Gringo. On parlera de cette filiation. On était ensemble en Bolivie il y a moins de 2 mois. Et puis, d'autres invités que je vous présenterai tout à l'heure, si vous le voulez bien, car il me semble que, puisqu'on évoquait à l'instant le fait que vous êtes allé en Bolivie, que je vous y ai suivi, en fait, près de 100 musiciens suisses et français qui se réclament tous de cette période du folklore bolivien, de l'étude de ce folklore en Suisse, de Gilbert Favre, des Dominguez, des Cavour, de Los Rairas, sont partis sur les traces de l'époque et ils ont été accueillis comme des héros, à commencer par l'accueil qui leur a été réservé au ministère de la Culture à La Paz. C'était le premier jour. Et c'est encore un peu protocolaire, mais vous allez voir ce que dit le vice-ministre de la Culture à propos de cette époque. Parce qu'il y a un tout le monde la connaît pas. La bienvenida. Una música que ellos mismos están cultivando. Mais naturellement que notre musique andine, c'est très fort et toujours sera très fort. Les souvenirs de Gilbert Favre et d'Alfredo Dominguez, pour nous, c'est 2 grands hommes qu'on a commencé à récupérer notre musique andine ici dans notre ville et dans notre pays et on l'a transporté à autre part du monde, spécialement en Europe, en France et en Suisse, pour que les gens connaissent notre musique andine, que c'est très fort et ça représente l'esprit de notre peuple.
Voilà, c'était la première prestation. Vous n'étiez pas encore tous, vous n'étiez pas encore 100 ou 120 musiciens. Mais je crois qu'il est important, avant qu'on ne présente les autres invités et qu'on revienne à la jeunesse un peu turbulente, c'est le moins qu'on en puisse dire, de Gilbert Favre. Il a dû vous la raconter d'ailleurs. Oui, en grande partie. Je voudrais quand même que vous nous disiez comment il se peut que 20 ans au moins après cette période bolivienne, de la grande période des Rairas et de Dominguez, de Gilbert Favre, comment il se peut qu'il y ait encore en Europe une centaine de musiciens prêts à sacrifier le temps des répétitions et le temps d'un voyage pour aller ainsi, comme vous l'avez fait, pendant 3 semaines en Bolivie? Oui, ben c'est assez difficile à résumer hein, brièvement parce que c'est toute une histoire, toute une vie. Hein. Nous, à partir de quand le Los Rairas, c'est-à-dire le groupe bolivien, a éclaté en 73, on a formé avec Gilbert un groupe qui s'appelait Los Gringos. Ça a commencé, ça a duré jusqu'en 80, et à partir de 80, on a commencé à penser à faire des stages de musique pour développer cette musique qui nous plaisait tant et puis qui passait pas de mode. Donc on a dit en avant, on continue. Et puis, petit à petit, les gens sont venus un peu de partout, de la région parisienne, de l'Ouest, parce qu'on est situé en Bretagne, mais aussi de Suisse. Et puis, ça fait un groupement comme ça. Et puis, un jour, on a dit, on emmène tout le monde en Bolivie. Et là, ça a été la grosse aventure, quoi. Parce qu'emmener 100 ou 120 personnes, on en reparlera tout au long de cette semaine, mais c'est une sacrée aventure. Je crois fallait être complètement inconscient. Donc quand on est inconscient, c'est parfait. On se rend compte de rien et on y va et on fonce. Et puis ça s'est très bien passé. Alors ici, c'est une petite délégation, mais à peu près dans les mêmes proportions. 3 Français, un Suisse, Los Gringos. Je vais vous laisser le soin de les rejoindre pour un premier morceau. Il y en aura tous les jours prochains. C'est un morceau qui s'appelle Recuerdos de Ginebra. Oui, ça veut dire Souvenir de Genève. Ça a été fait ici par des Français qui... on était stationnés chez Gilbert, chez sa maman, pas tout près là, au passage de la radio. Et puis, quelquefois, on s'ennuyait un peu parce que il y avait quand même des temps d'attente entre les contrats. Alors, on composait quelques petites choses comme ça. Voilà. Alors, je vous laisse tranquillement prendre votre place sur la scène en direct pour Zigzag Café. Et pendant que vous y allez, j'en profite pour présenter tout de même avec un peu plus d'attention nos 3 autres invités. Il y en a d'autres d'ailleurs avec lesquels on parlera tout à l'heure. Mais Barbara Favre, Barbara Erskine Favre, vous avez été la compagne des dernières années, la femme des dernières années. Et je sais qu'il y a beaucoup à la fois de nostalgie et de fidélité à cette période, on en parlera. Gérald Poussin, c'est l'homme des grandes peintures sur les murs de Genève, des grandes et des petites aussi. C'est l'homme d'une certaine insolence et il a été le copain de Gilbert Favre. Vous aviez quoi, 12 ans à l'époque? Oui, 10-12 ans, oui. J'étais tout petit quand je l'ai connu. Et lui? Et lui, il me tirait les cheveux dans le préau, quoi. Mais disons, le gringo, c'était quelqu'un... quand j'étais livreur dans une teinturerie, et puis j'avais une espèce de timbale derrière pour... ça se fait plus du tout, où j'allais apporter des costards pour les gens. Puis on me donnait un peu de sous. Et puis avec ces sous, j'allais jouer au flipper. Et le roi du flipper, qui était dans le bistrot de Carouge, était Gilbert. Alors on s'est connus comme ça. C'est la raison puis il m'a appris tout le flipper et tout ça. C'est la raison pour laquelle, à la mort de Gilbert, c'est vous qui avez composé sa tombe, une tombe très bizarre, puisqu'en fait... c'est un flipper. C'est un flipper, ouais. C'est une surface de flipper qui donne sur le cosmos, on s'en expliquera. Oui, parce que, je peux l'expliquer, c'est que je ne sais pas s'il faut l'expliquer maintenant. On y reviendra. Hein, et puis Aurélien Gattegno, il a rencontré, c'est un des premiers à avoir rencontré en tout cas il était tout petit quand il a rencontré le gringo, et le gringo dit de lui, toi tu m'as vu mais moi je t'ai pas vu, on expliquera pourquoi tout à l'heure. Pour l'instant, Los Recuerdos de Ginebra avec Los Gringos.
Los Gringos. Oui, il y a donc ici, autour de cette table, un certain nombre de gens qui ont connu Gilbert Favre quand il avait une quinzaine d'années. Un peu plus tard, une anecdote qui donnera quand même le ton. Il raconte dans ses mémoires, pour l'instant inédites, que pour gagner 3 sous, il allait à la sortie d'un bistrot à Genève qui s'appelait Les Antiquaires et il proposait aux habitués de s'acheter eux-mêmes une bouteille de vin pour venir, à l'heure de la fermeture, continuer chez lui. Et il affirme dans ses notes qu'avec simplement les consignes rendues le lendemain de ces bouteilles vidées dans la nuit, il arrivait à se payer à manger. C'est vous dire. Donc vous l'avez connu, vous étiez petit, il était un peu plus grand que vous. Oui, oui. Après, disons, il y avait une différence, parce qu'ils étaient plusieurs frères, les Favre, ils étaient dans la rue à côté de chez moi, comme ça, et je les voyais. À ce propos, j'en profite pour saluer son frère qui est en Australie, qui a essayé de venir, qui n'a pas pu, qui doit nous entendre là-bas du côté de l'Australie. Ouais, je le salue bien, oui. On le salue tous. Et puis, disons, c'était une famille très... on était un peu... Carouge était une espèce d'endroit un peu... de mélange d'italien, d'espagnol, de tessinois, de gens qui n'arrivaient pas à se débrouiller dans la vie comme ça. C'était une ville très très magique, comme, dans le sens où je me souviens, quand j'étais petit, Gilbert a connu ça. C'est les gens avaient comme succursale les bistrots, on était tous dans les bistrots. Moi j'allais avec mes parents dans les bistrots, les gens mettaient des chaises dans les rues, ils se parlaient comme ça, c'était une espèce de succursale où l'intégration se passait très très bien. Ça veut dire que les Italiens, les Espagnols, les Suisses valaisans qui étaient dans le fond, qui arrivaient de la pauvreté, qui arrivaient aussi des vallées, comme les Fribourgeois, comme... on parlait, quoi. Disons, je ne vais pas faire de la sociologie, parce que c'est pas mon rôle, mais disons, c'était très très magique à ce moment-là. Donc d'une certaine manière, entre les bistrots, la parlotte, les chaises et les gens pas toujours riches, on peut dire que Gilbert était pratiquement prêt pour aller vivre en Bolivie, quoi. Ah ben disons, là, c'était très clair que les Favre, ils sont nés qu'une valise, quoi. Ils sont partis tout de suite, c'était un monde... Il y avait juste le petit frère, peut-être, qui alors lui, je l'ai plus connu. Après, je suis devenu un peu plus grand, puis j'avais un peu plus de sous pour jouer au flipper. disons, lui, je l'ai plus connu. Il avait peut-être moins le sens du voyage que ses autres frères. Alors c'était les soirs de beuverie, il travaillait à la poste de temps en temps, on buvait pas mal, et puis c'était les amours. Il y en a eu beaucoup assez tôt, et puis des amours qui ont marqué Aurélien, l'amour en particulier avec votre maman qui était enceinte de vous de 8 mois, ça a été le rencontre, le coup de foudre, elle s'en souvient encore aujourd'hui, et ça fait quand même passablement de dizaines d'années après. Elle se nomme Griselidis Réal, beaucoup la connaissent, puis
puisqu'elle est aussi le porte-parole des prostituées genevoises et suisses. On l'écoute. Quand il est tombé amoureux de moi, j'étais enceinte de 8 mois de mon dernier fils Aurélien, d'un ami que j'avais connu qui faisait du théâtre à Lyon. Alors j'étais comme ça. C'est déjà extraordinaire qu'on puisse tomber amoureux d'une femme qui est enceinte de son 4e enfant, il y a 3 pères différents, et tout de suite plonger dans le jazz, dans l'amour, dans la poésie, dans la tendresse. On était très pauvres, mais on s'en foutait complètement, quoi. À l'époque, la bohème, c'était ça. Il travaillait à la poste comme coursier. Il avait une bicyclette jaune et il devait distribuer le courrier. Alors, certains jours, il arrivait un peu pété parce qu'il buvait quand même des coups. Et il me disait « Oh, j'en ai marre, j'ai tout foutu dans le Rhône. » Il riait tout le temps. Il avait un humour extrêmement violent, on peut dire, mais extrêmement gentil en même temps. Il riait de tout, il disait des trucs, n'importe quoi, même les pires, vous savez, extraordinaires, et tout le monde riait, voilà, personne ne se choquait. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé, moi, chez Gilbert, d'exceptionnel, c'est qu'il acceptait les femmes, non seulement comme étant séduisantes ou sympathiques ou belles, mais aussi pour leur qualité intellectuelle, leur qualité artistique. D'ailleurs, il n'a eu que des femmes artistes. Et il les respectait intégralement. Elles pouvaient s'exprimer, créer, être elles-mêmes. Il n'en prenait absolument pas ombrage. Il ne voulait pas se montrer ni supérieur, ni le chef ou le macho. Pas du tout. C'était un rapport dans l'art à égalité et une complicité totale. Donc il était très romantique, très amoureux, disons, un peu à la vieille époque, comme ça, où on y croit. Mais le jour où il y croyait plus, alors ça se transformait en amitié, après avoir passé un moment très douloureux de désespoir, comme j'ai passé, que je m'étais suicidée chez lui. Bon, je suis toujours là, n'est-ce pas? Mais en attendant, il y a eu de la casse. Beau témoignage, je crois. Un petit coucou à votre maman Aurélia, qui a accepté de nous donner ce témoignage. Et puis, je voudrais, juste avant que vous-même ne témoigniez, encore vous ayez été très jeune lors de leur rencontre quand même. Hein. Oui, je m'en souviens pas très bien. Oui, d'accord. Puisque c'est de vous que votre maman était enceinte de 8 mois lors de la rencontre avec Gilbert. Non, mais ce qui vient d'être dit par votre maman sur le respect des femmes de la part de Gilbert, je voudrais voir, on se retrouvera demain pour parler de Bolivie, Indiana Favre, c'est la maman de Patrick, vous avez été la femme de Gilbert. Je voudrais prendre le micro qui est devant vous. Je voudrais juste que vous me confirmiez, vous qui êtes peintre aujourd'hui, qu'il avait en effet ce respect de l'autonomie de la femme ou des femmes. Heureusement, parce que c'est à cause de ça quand même qu'on peut continuer à travailler et à faire. Et ensuite aussi, on me faisait participer à la musique et avec beaucoup d'humour et de moquerie, mais avec beaucoup d'amour, quelque part. Et toujours dans la dèche. Non, normal. C'est naturel. On en parlera demain à propos de la période bolivienne, mais je voulais tout de même entendre ce témoignage. Et puis, Aurélien, ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est d'abord comment, aujourd'hui, il se fait, ça ne peut pas être totalement un hasard, que vous ayez été du voyage bolivien, qui était en hommage à cet homme que vous n'avez vraiment fait que croiser. Je ne l'ai fait que le croiser, oui, on s'est rencontrés quand même 2-3 fois plus tard. Mais je pense que j'ai été l'oreille qu'il a entendu jouer avant qu'il ne sache jouer de la quena. Et que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris la même voix, le même instrument, sans savoir qu'il en avait joué d'ailleurs, et même sans le connaître encore à l'époque. Je l'ai connu beaucoup plus tard. Alors, je vous ai demandé, et vous avez bien voulu vous prêter à ce jeu qui est un petit peu difficile, c'est d'improviser quelques notes de quena en souvenir de cette rencontre de votre maman et de Gilbert. Allez-y tranquillement, sans passer devant la caméra, bravo. Et pendant ce temps-là, eh bien, voilà, il est prêt déjà. Donc, Aurélia, c'est à vous.
Parmi les amis, je dirais, d'enfance, ceux qui ont connu le Gringo quand il n'était pas encore le Gringo, il y a Paul Bonny. Vous l'avez connu, vous étiez dans la même classe, c'est ça, hein? Dans la même classe, oui. Prenez le micro, prenez le micro. Dans la même classe, oui, dès l'âge de 7 ou 8 ans environ, dans un Carouge, comme l'a très bien dit Poussin, qui était effectivement magique à la sortie de la guerre, la deuxième donc. Et nous avons vécu là des années absolument extraordinaires. Je l'avais remarqué dans notre classe, d'abord parce que, de toute évidence, il était pauvre, il était très pauvre, il était vêtu de pulls avec des trous énormes, etc. On sentait vraiment, on peut presque dire, la misère chez lui. Et ensuite, quand j'ai été amené à voir où il vivait, à la rue de la rue Filature. C'est la Filature, oui. Rue de la Filature, dans un petit immeuble à côté d'un marchand de charbon où, sauf erreur, son père travaillait. Je vois son père en charbonnier. Je vois encore sa mère, une très grande femme. Elle était peut-être pas très grande, mais elle me paraissait effectivement très grande, très longue, très filiforme, avec une bonté, une générosité absolument extraordinaire. Et ce qui m'a attiré, je crois, c'est chez Gilbert. J'y réfléchis depuis quelques instants, puisque je viens d'être informé de cette... On vous a attrapé au vol, merci d'être là. Oui. Je cherchais à savoir ce qui m'a attiré dans cette classe de... On était à l'époque, on n'était pas loin de 30, à l'école de Carouge. Je pense que c'était, d'une part, sa gentillesse. Il était gentil. Il a tiré les cheveux à Poussin, mais c'est pas grave. Il était d'une gentillesse que j'ai perçue, même en étant à 7 ou 8 ans. D'une part, il n'était pas du tout agressif. Et il avait... Bon, ça peut-être que j'en ajoute un peu, mais c'était déjà quelqu'un qui avait une ouverture, qui avait... Il me semblait qu'il n'était pas comme les autres, qui étudiait, etc. Lui se foutait totalement des études. Il était du reste toujours au fond de la classe, tout près du radiateur. Ça, c'est peut-être lui qui a inventé la formule. Il ne travaillait jamais, il prenait tout à la rigolade. Et c'était, pour moi, qui, par nature, était beaucoup plus studieux, etc. J'avais de la peur de la correction si je ne travaillais pas bien, etc. Lui, c'était ma bouffée d'oxygène. On partait, Carouge était à l'époque la campagne, c'était merveilleux. Tout était à une dimension humaine. On vivait effectivement dans la rue, mais on vivait aussi chez les commerçants. On donnait des coups de main à gauche, à droite pour gagner des petits sous. C'est vrai qu'on était tout à fait disposé à faire quelques menus travaux chez le boulanger, racler des plaques de pâtissier pour gagner quelques sous, ou ne serait-ce qu'un pain. Et nous avions vécu là, ensemble, pendant de nombreuses années, dans une camaraderie tout à fait remarquable. Mais vous disiez qu'il était déjà, malgré cette pauvreté, qu'il était déjà ouvert sur le monde. Il manquait en fait que l'occasion. Alors l'occasion, il y a eu l'occasion ratée, je dirais, parce que pas aboutie, de la rencontre avec la nièce de Kazantzakis, parce qu'on lui avait donné à lire Zorba le Grec, il avait trouvé ça fabuleux, et puis c'est vrai que ça lui ressemblait un peu. Hein, et alors il a failli partir sur l'île de Kazantzakis, l'auteur de Zorba. Ça s'est pas fait, parce qu'entre-temps, il y a une petite annonce d'un archéologue qui s'appelait Jean-Christian Spani, qui avait besoin d'un secrétaire pour partir à la recherche d'ossements dans le désert d'Atacama, au Chili, chez vous, à Antiel. Et puis, ça a fonctionné. Ils sont partis en bateau. Et puis, ils sont arrivés. Bon, l'idée qu'ils se faisaient de l'Amérique du Sud n'était pas forcément la plus réelle des idées. Il l'a raconté à Antoine Bordier, que nous recevrons demain, pour un film il y a une quinzaine d'années. Écoutez-le. L'Amérique du Sud, à Carouge, c'était quelque chose qui tournait dans ma tête. Je voyais des palmiers partout. J'approchais d'une tribu, ils étaient tous nus. J'étais là comme un dieu. Je leur offrais des boutons de culotte. Ils me donnaient des diamants. C'était comme au cinéma. J'étais comme un dieu. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que l'Amérique du Sud, je l'ai découverte avec un ethnologue
Avec ces cailloux, ces momies, j'ai tenu 4 mois dans le désert d'Atacama. Un jour, je me suis tiré à Santiago avec ma clarinette. Oui, et puis quand on dit se tirer à Santiago avec la clarinette, sous prétexte qu'on a eu quelques mots avec Jean-Christian Spani, c'est vite dit, mais le désert d'Atacama, c'est immense. On y trouve des ossements animaux et humains, plus que savoir en faire, de gens qui un jour ont décidé de traverser puis qui ne sont pas arrivés à l'autre bout. C'est à peu près ça quand même. Absolument. Bon, alors voilà, il décide de traverser, il sait qu'il va tenir 5 jours, et dans ses notes a posteriori, Barbara, il écrit, il en est au 3e jour, il commence à avoir la langue qui pend, et il dit, quand je pense qu'il y a des scientifiques pour écrire avec certitude que la planète est surpeuplée, il a rencontré personne. Et finalement, il rencontre quand même un camion qui l'amène à Santiago. À Santiago, il s'était arrêté quelques jours dans le cirque de votre maman, qui était chanteuse, qui était... Bon, il l'avait entrevue la première fois, il revient, c'est son anniversaire, et ça va être le grand amour. Un grand amour dont on va reparler, mais je crois qu'il a tellement marqué votre maman Violeta qu'il est lié à une chanson, la plus célèbre de ses chansons, Gracias a la vida. Et c'est avec des images de cette époque que nous, on va écouter cette chanson, Gracias a la vida, qui dit dans la voix, c'est encore plus important, et dans les mots de Violeta qui va se donner la mort bientôt, qui dit merci à la vie, merci de m'avoir donné les yeux pour voir le monde, de m'avoir donné des oreilles pour entendre la vie, et puis de m'avoir donné tous les sens pour aimer l'homme que j'aime. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida, une des plus belles chansons, je crois, de toute l'Amérique du Sud. Et aujourd'hui encore, où qu'on aille, non seulement au Chili, on peut fredonner les 3 premières notes et tout le monde va reprendre avec vous, avec tendresse et respect, un tiel pour votre maman, et vous le savez. Mais enfin, on remonte un peu dans le temps. Voilà un jeune homme un petit peu borracho. Bon, oh non, pas du tout. Non, il ne buvait pas trop. Non, maintenant, vous pouvez le dire, hein, mais pas à l'époque. J'avais 14 ans quand Gilbert est arrivé à la maison. Et non, mais je parle de Gilbert. Non plus. Non plus. Je voudrais mettre les choses sur le passe parce qu'on dit qu'il se soulève tout le temps la gueule. C'est pas vrai. Des fois, il aimait la fête. Nous aimions la fête. Mais il ne faut pas donner cette image. Parce que la fête peut être aussi sans drogue, sans alcool. Et nous, on n'avait pas cet aspect-là. J'insiste. Surtout parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui ici, des jeunes qui commencent à connaître cet immense personnage qui était Gilbert. Ce qui me concerne, mon expérience avec lui, c'était une expérience, c'était pas un père pour moi. Il est devenu un ami, un grand frère. Il avait peut-être
15 ans, 20 ans plus que moi. Il est arrivé à la maison avec un énorme enregistreur, Revox. Je racontais tout à l'heure à Barbara, avec des bandes magnétiques. Il écoutait cette musique, écoutait ma mère qui chantait du folklore, écoutait cette musique, et cette musique, c'était Georges Brassens. Il passait des journées entières. C'est comme ça qu'avant de parler français, moi, j'ai appris à connaître Brassens, et je suis très heureux parce que dimanche prochain, on chante l'intégrale avec Michel Buller, que vous connaissez bien. Oui, vous avez été tous deux nos invités, d'ailleurs. Absolument. Et on chante l'intégrale de Brassens à Saint-Nazaire. Et je suis content parce que Gilbert m'a donné beaucoup de choses. Bon, Daniel le sait, toi aussi, tout le monde le sait. Et il faut dire que c'était un homme d'une générosité, d'une qualité humaine immense. Le souvenir pour moi de Gilbert est toujours présent, tous les jours. Il ne jouait pas la quena quand il a connu ma mère. C'était deux forces qui se rencontraient. Il avait joué un peu la clarinette, c'est vrai. Il aimait le jazz, il aimait le flamenco surtout. Il avait déjà vécu las cuevas de Granada. Et c'était un homme qui cherchait désespérément l'expression artistique. L'art, mais dans la pureté. Pas dans les showbiz, pas dans les spectacles bon marché. Donc quand il a rencontré ma mère, il trouvait que c'était la terre, le ciel, le paradis, l'enfer en même temps, et il a pris ses responsabilités. Mais c'était l'amour, surtout, ça a été l'amour fou. Bien sûr, il est arrivé, il avait... Mais je ne peux pas parler de ça, parce que je n'étais pas au milieu. J'étais à côté. Je sais que c'était l'amour. La preuve qu'il n'y a pas qu'une seule chanson de Violetta, il y en a plusieurs. Ouais. Non, mais surtout, il note dans ses petits carnets qu'en fait, il arrive là, c'est le jour de l'anniversaire de votre maman, et puis très très vite, ils vont disparaître pendant 2 ou 3 jours, on va pas les voir, ça va être le grand amour, puis tout de même, Violetta, votre maman, qui a le sens de la famille, et le sens de l'ordre d'une certaine manière, lui dit, mais écoute, si tu veux qu'on vive ensemble, si tu veux qu'on se marie, enfin qu'on se marie à la chilienne, hein, mais si tu veux qu'on se marie vis-à-vis des autres, il faut que tu ailles demander l'autorisation à mon fils. Et mon fils, c'est vous. Eh oui. Il est venu me demander la main de ma mère. Et moi, je l'aimais tout de suite. Alors je dis, mais pas seulement la main, hein, tu la prends entière. Oui. C'est comme ça que ça a commencé. Et moi, je commençais en même temps à essayer de faire mes chansons, de chanter, de jouer la quena aussi. Et on a beaucoup travaillé ensemble. Que des bons souvenirs. Je pourrais parler 2 heures et 2 heures de lui. Et on a vécu de très beaux moments, des moments durs, des solitudes, des distances, des voyages, plein de choses. Alors, on a... Oui, pardon, Barbara. Oui, elle a écrit une chanson aussi qui s'appelle Run Run. Et c'était son petit nom pour Gilbert. Et moi, j'avais été au Santiago il y a 3 ans. Il y avait toutes les filles qui sont venues me chercher comment c'était d'être la femme de Run Run. Alors, il se trouve qu'ils sont souvent, Violetta, votre maman et Gilbert, ont assez souvent fait l'aller-retour entre l'Europe et le Chili, en particulier surtout la Suisse. Surtout à Genève. Et Voltaire. Voilà, et là, oui. Moi, je voulais dire juste que l'image qui vient de passer, là où Violetta chante, ça s'appelle la Cour des Miracles, qui était à la rue Voltaire à Genève. Alors justement, ils ont fait l'aller-retour, c'était un petit atelier qu'a repris d'ailleurs Daniel Vittet qui est là, on en parlera tout à l'heure. Mais donc là, votre maman, elle a continué à faire ce qu'elle aimait faire à part la musique et la chanson, c'est-à-dire la peinture, et puis des espèces de tissages peints, de tapisseries, disons des tapisseries. Soyons pas mesquins. Allons-y. Et Marie-Madeleine Brumagne et Jean-Claude Lisan l'avaient enregistré. On va l'écouter avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention. C'est en noir-blanc, mais c'est un beau document. Quel sujet de tapisserie êtes-vous en train de faire? C'est un épisode de l'histoire de Chili. Et comme ça, cet épisode, vous arrivez à le faire sans regarder
l'ensemble du travail. Non, parce que j'ai l'intention de faire un épisode de l'histoire de Chili. Ça doit sortir. Mais il doit sortir comment? Parce que jamais je ne vous vois étendre votre ouvrage. Mais oui, mais tous les tableaux, c'est dans ma tête. Oui, mais enfin, ce sont des grands tableaux, alors je ne sais pas. Vous arrivez à composer dans votre tête uniquement et puis par l'instinct. Mais oui, je ne peux pas expliquer. Mais je crois que l'épisode de l'histoire de Chili, je dois le avoir dans cette toile et c'est tout. Mais Violetta, je voudrais savoir pourquoi vous avez, il y a 6 ans, découvert tout d'un coup la tapisserie. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie? J'ai eu besoin de faire la tapisserie parce que j'étais malade, j'ai dû rester au lit 8 mois. Alors je ne peux pas rester au lit sans rien faire. Un jour, j'ai vu de laine en face de moi et un morceau de toile et je me mis à faire n'importe quoi. Mais je n'ai pu rien faire la première fois. Rien n'est sorti. Et parce que je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Mais la deuxième fois que j'ai pris le même morceau de toile, j'ai tout défait et j'ai voulu copier une fleur. Mais je n'ai pas pu. Quand j'ai fini mon copie, c'était une bouteille. C'était pas du tout une fleur. Après, j'ai voulu mettre un bouchon dans la bouteille et le bouchon, il est sorti comme une tête. Alors j'ai dit, c'est une tête, c'est pas un bouchon. Alors j'ai mis des yeux, le nez, la bouche. Et la fleur, c'était pas une bouteille. La bouteille, c'était pas une bouteille. Après, c'était une dame. Et cette dame qui regardait comme ça. Alors j'ai dit, ah, ça c'est la dame qui va tous les jours à l'église pour prier. Alors ça s'appelle la bigote. Allez, on applaudit Violetta Parra, si vous voulez bien. Moi, j'aimerais dire la boucle est bouclée d'une certaine manière, malgré que c'est sûr qu'on va se rencontrer ailleurs. J'ai enregistré un de mes premiers disques l'année 65 avec Gilbert Fabre, El Tocador Afuerino. Nous, on l'appelait les joueurs venus d'ailleurs. Vous les appelez le gringo bandolero. Moi, je reste avec El Tocador Afuerino, gardé dans mon cœur. Et il a eu l'extrême gentillesse de m'accompagner l'année 87, quand il avait cassé la quena 1000 morceaux à Paris. Barbara, tu te souviens? Et il est venu, il a joué dans un disque que j'appelais El Bandido Americano, mais là, El Bandido, c'était moi. Et lui, il a joué avec moi aussi. Alors, puisqu'on parle de chansons, je vais vous demander d'aller lentement jusqu'à notre scène de Zigzag Café, parce qu'on va s'apercevoir, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, que votre voix, les rythmes sont les mêmes, les intonations sont les mêmes, mais autant la voix de Violetta Parra est haute, autant celle de Antje est basse et profonde. C'est une chanson récente, je crois, Antje, vous ne pouvez pas pour l'instant me répondre au micro, mais vous pourrez le faire quand vous serez assis. C'est une chanson récente qui s'appelle, je crois, Corazon. C'est une chanson de Violetta aussi, mais que j'ai enregistrée dans mon dernier disque qui s'appelle Corazon des Andes. Et curieusement, c'est un disque qui revient à l'époque des années 60, la quena, le charango, le violin et le guitarron. Corazón contesta, ¿por qué palpitas así? ¿Por qué palpitas como una campana que se encabrita así, que se encabrita? ¿Por qué palpitas?
No ves que las noches las paso en vela, sí, las paso en vela, como en mar violento. La carabela, sí, la carabela, tú me desvelas. ¿Cuál es mi pecado pa' maltratarme así, pa' maltratarme como el prisionero? Por los gendarmes, sí, por los gendarmes, quieres matarme. Pero a ti te ocultan duras paredes, sí, duras paredes, y mi sangre oprimes entre tus redes, sí, entre tus redes. ¿Por qué no cedes? Corazón maldito, sin miramiento, sí, sin miramiento, ciego, sordo y mudo, de nacimiento, sí, de nacimiento, me das tormento, sin miramiento, me das tormento, sin miramiento. Anchel, d'abord merci, mais ne quittez pas votre place et je vais vous dire pourquoi. Je me rappelle un jour, c'était tout de suite après votre sortie du Chili, on avait eu un peu peur pour vous, et puis vous êtes arrivé jusqu'en Europe, vous étiez sain et sauf, et au pied d'une fenêtre, un petit matin, vous aviez juste égrené quelques notes. Et il nous reste quelques minutes avant de terminer cette première émission autour de Gilbert Fabre et de Violeta Parra. J'aimerais que peut-être vous continuiez comme ça, à les égrener pendant que on dit encore une ou deux choses. Il nous reste très peu de temps, pardon. Mais dire entre autres, à propos de Daniel Vité qui est présent ici, qu'il a repris l'atelier et que un jour il s'est aperçu qu'il y avait passablement de dessins et de sculptures de Violeta. Que sont devenues ces sculptures? Oui, alors effectivement, Violeta m'avait prêté son atelier, donc à la Cour des Miracles, l'atelier de Gilbert d'ailleurs. Et donc j'ai vécu pendant à peu près 8 mois dans l'atelier de Gilbert et de Violeta. Curieusement, les murs étaient vides et c'était, on avait l'impression qu'ils avaient disparu tous les deux. Moi, paradoxalement, je les ai pas connus. Ni Gilbert à l'époque, je connaissais pas encore Gilbert, et Violeta, je l'ai pas connue. Mais paradoxalement, un jour, et on va terminer ainsi avec les musiques de Ángel. Ángel, dont je rappelle que le nouveau disque vient de sortir, il est là. Mais simplement, il se trouve que beaucoup de ces peintures ont été retrouvées. Ángel est arrivé de Paris, et puis on a fait les bagages, et tout ça est parti d'abord pour la Havane, maintenant pour la fondation Violeta Parra à Santiago. Donc tout ça est passé par Genève, en catimini, avec cette espèce de complicité permanente d'amis de l'enfance qui, chaque fois, sont réapparus le temps d'un petit coup de pouce, le temps d'une connivence, le temps d'une grande fête, parce que, je crois que ça a été dit tout à l'heure, le point principal, c'était l'affection, l'amitié, l'amour, mais la fête aussi. Et jusqu'au jour de sa mort, dont on parlera aussi, eh bien ça a été la fête et ça a été la musique avec vous tous, avec les Gringos. Donc soyez-en remerciés. Ángel, merci d'avoir fait le voyage tout exprès de Paris, et vous étiez encore au Chili il y a 2 ou 3 jours. Merci, on vous applaudit et on vous laisse continuer. L'émission se termine à demain pour la suite des aventures du Gringo Bandolero.